Bonjour tout le monde. Quel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui sur le territoire traditionnel du peuple Haudenosaunee et Mohawk. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais aussi commencer en reconnaissant nos amis dans l'Ouest et dans le Nord pour les incendies qui ont affecté des centaines de communautés et qui ont affecté des centaines de vies. Les dernières journées, j'ai parlé avec des leaders des Premières Nations, des communautés, des collectivités affectées par les incendies et on m'a rappelé que bien qu'on répond à des situations difficiles, nous devons nous assurer que comme pays, nous sommes mieux préparés pour faire face à des défis comme des incendies sauvages, peu importe où ils ont lieu. Les aînés, les anciens combattants, les jeunes, Monsieur chef national Bellegarde, les membres de l'Assemblée de l'APN, les chefs en Assemblée. Je voudrais vous remercier de l'occasion de faire partie de cette Assemblée générale annuelle. Et je voudrais juste dire que j'ai hâte d'être parmi vous de nouveau l'année prochaine, peu importe quel sera mon titre de travail. Et en décembre, oui, en décembre. Et pendant que je suis leader libéral, j'ai pu rencontrer et connaître plusieurs d'entre vous dans cette salle. Et je sais que vous avez rencontré beaucoup des membres de mon équipe aussi. Carolyn Bennett, notre critique pour Affaires autochtones, les grands membres de l'équipe de la Commission libérale sur les Autochtones. Et vous connaissez évidemment Jody Russell-Noble, votre collègue et chef de la Colombie-Britannique et maintenant collègue pour nous comme candidate pour Vancouver-Granville. C'est formidable de la voir ici aussi. Elle est là, ici en arrière. Jody est juste une d'une douzaine de candidates autochtones, des leaders expérimentés que nous sommes très afortunés d'avoir comme membres de notre équipe. Je suis honoré par votre invitation et très reconnaissant d'avoir la possibilité d'être parmi vous à ce moment important que quand, comme pays, nous entreprenons le grand travail important de réconciliation. Le mois dernier, la Commission de vérité et réconciliation a donné son rapport et ses observations. Et il y en a plusieurs d'entre nous qui étaient ici à Rideau pour à la fin de cette année de grand travail de cette commission pour comprendre ce moment difficile, sombre de notre histoire. C'est un moment que je n'oublierai jamais. C'est une expérience qui va rester avec moi, pas seulement au cœur, mais dans mes actions pendant que nous avançons ensemble. Cette journée-là, j'ai entendu des histoires qui m'ont touché et ont touché à d'autres Canadiens profondément, des histoires que je vais raconter à mes propres enfants éventuellement parce que c'est important qu'ils sachent que les choses qu'on croit de nous-mêmes comme Canadiens, qu'on est généreux, qu'on traite les autres avec respect et justesse, bon, ces choses n'ont pas toujours été vraies. Je vais leur parler des survivants et des survivantes que j'ai rencontrés ce jour, des survivants et survivantes ici aujourd'hui. Sachez que vos histoires vont être partagées. Je vais leur dire pourquoi il y avait 2 chaises libres dans cette salle à Rideau. Vous le dira. Le sens de la justice sociale est plus aigu chez les jeunes. Je sais que mes enfants, tout comme les vôtres, voudront savoir comment nous ferons face à l'avenir ensemble. Comment nous trouverons le chemin de la réconciliation maintenant que la vérité commence à être connue. C'est une conversation spécialement importante à avoir pendant qu'on se prépare à commémorer le 150e anniversaire de la Confédération. Nous devons reconnaître que notre nation a été une nation forgée sans la participation significative de nos peuples autochtones, que ce pays a enduré comme pendant un siècle et demi. C'est une
cause de célébration, mais à la fois, cette commémoration reste comme pour nous souvenir qu'il y a beaucoup de travail difficile encore devant nous. Il y a 150 années plus tard, nous devons compléter les affaires non complétées de la Confédération. Ce qui nous m'apporte aux deux thèmes clés que je voudrais aborder aujourd'hui, deux défis interreliés que nous devons avoir juste si nous allons faire progrès sur le grand travail de construire, bâtir une nation et de rebâtir la nation. En premier lieu, le besoin urgent d'une relation renouvelée entre le gouvernement fédéral et les Autochtones avec la reconnaissance et le respect pour les droits et un engagement que le statu quo va terminer. Et finalement, l'importance de la justice et l'égalité d'opportunité pour les Autochtones au Canada. Sur le sujet des relations, comme je dis, nous avons parlé d'un siècle et demi de relations formelles. Et si on le regarde avec un peu de recul, des siècles encore avant ça, une relation symbolisée par des traités. Et ici, dans cette région, par le wampum de 2 lignes. Il serait injuste de blâmer un gouvernement pour la relation faillie entre le gouvernement et les peuples autochtones. C'est partagé par plusieurs leaders, par tous les leaders de plusieurs gouvernements. Mais il est juste de se poser la question si l'approche du gouvernement actuel restaure la confiance brisée et améliore la situation. Mes récents prédécesseurs libéraux. Il y a un peu plus d'une décennie, l'ancien gouvernement libéral mené par le premier ministre Paul Martin a lancé un processus conjoint entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les gouvernements autochtones. L'objectif consistait à établir des priorités et à trouver des solutions pour relever les défis des communautés autochtones. Le résultat de ce dialogue s'appelle l'accord de Kelowna. Au cœur de l'accord de Kelowna était un plan collaboratif entre nations qui essayait de fermer l'écart qui existait dans trop de vos communautés pour s'assurer que vous avez accès à des droits essentiels comme le logement et l'eau potable. C'était pour améliorer l'éducation, les niveaux d'éducation, de reconnaître vos droits à la gouvernance comme des partenaires égaux dans la Confédération et pour soutenir la croissance durable dans vos communautés. Mais les positions d'opposition se sont joints pour défaire le gouvernement de M. Martin. Harper est venu au pouvoir et Kelowna et tout ce que ça représentait est parti et a disparu. Les 10 dernières années, ce qu'on avait fait avec signification de construction de relations a donné place à du théâtre et de l'illusion du progrès. L'héritage de Harper inclut la législation du gouvernement qui démontre un manque de compréhension pour aller entre la loi indienne et l'attitude paternaliste d'Ottawa. C'est mieux. Merci. L'acte de ou la loi sur la transparence autochtone pouvaient paraître des bonnes initiatives, mais si on les regarde de plus près, c'est clair que ce sont les exemples plus proches d'interférences fédérales que le gouvernement qui dicte des termes au lieu de travailler en partenariat pour appuyer la gouvernance des Premières Nations. L'héritage de M. Harper aurait pu inclure finalement fermer l'écart
inexcusable de financement et d'éducation pour les étudiants de Première Nation, mais quand les chefs en Assemblée ont refusé d'accepter une loi fondamentalement en erreur, il a utilisé ça comme excuse pour abandonner complètement le processus. Très content de réallouer l'argent, comme a été trop souvent le cas avec ce gouvernement. Des revendications territoriales et de mise en application des droits issus de traités. Il a rejeté les demandes de tenir une enquête publique au sujet des disparitions et des assassinats de femmes et de filles autochtones. Plus récemment, il est resté complètement muet au sujet des recommandations faites par la Commission Vérité et Réconciliation. Voilà le vrai héritage de M. Harper. Mais les bonnes nouvelles, c'est qu'en octobre, les électeurs vont avoir la possibilité de choisir un nouveau gouvernement, un meilleur gouvernement, un qui leur comprend que les droits garantis constitutionnellement des Premières Nations ne sont pas quelque chose d'inconvénient, mais plutôt une obligation sacrée, centrale à ce qu'est le pays du Canada. Que notre avenir, nos futurs sont interliés et que la Couronne doit toujours agir avec honneur et de bonne foi dans la traite avec les Premières Nations. Quand je dis que nous devons compléter le travail non terminé de la Confédération, je veux dire que le Canada a besoin d'une nouvelle relation de nation à nation avec les communautés autochtones. Une communauté basée sur la réconciliation, les droits, le respect, la coopération et le partenariat. Une qui est enracinée dans les principes de la Déclaration des Nations unies sur les droits des Premières Nations. Une qui est guidée par l'esprit et l'intention de les relations originales de traité et qui respecte les décisions de nos cours. Une relation qui nous amène au-delà de nos accords formels et qui parle de comment nous devons nous traiter les uns aux autres, de personne à personne, d'esprit en esprit, qui se souvient que quand on se porte avec dignité, nous manifestons notre respect pour la création et pour le Créateur. Et nous n'avons pas besoin de ce type de relation renouvelée seulement parce que c'est la bonne chose à faire, bien que certainement c'est le cas. Une relation renouvelée va nous amener aussi sur le chemin pour la croissance économique durable dont on a besoin et pour la prospérité qu'on nous méritons. Notre plateforme électorale va établir en plus de détails nos compromis, mais je vais partager avec vous 3 façons que nous pensons amorcer ce renouvellement. En premier lieu, comme priorité nationale, nous allons créer un cadre de réconciliation fédérale créé en partenariat avec les peuples autochtones. La réconciliation commence avec la reconnaissance et le respect des titres autochtones et des droits autochtones, incluant les droits de traité, comme une relation d'affaires qui n'a pas encore été clôturée. Un gouvernement libéral fait exactement cela, pas seulement en accord avec les obligations constitutionnelles, mais aussi avec celles qui sont entérinées dans la Déclaration des droits des Premières Nations de l'ONU, quelque chose que le gouvernement actuel a refusé absolument de faire. À ces fins, nous allons faire tout un examen de la législation complète, de la législation sur les Premières Nations du gouvernement Harper à travers l'article 37 de la Constitution. Où des mesures sont en conflit avec les droits autochtones, où il y a des incohérences avec les principes sur la bonne gouvernance, ou simplement où il n'y a pas de politique sensée, et nous allons les rejeter. Bill C-50. Le projet de loi C-51
c'est le prochain qui sera examiné. Je sais que c'est une pièce de législation qui est une préoccupation pour beaucoup de peuples autochtones et ça préoccupe les libéraux aussi. Les libéraux ont toujours compris le besoin d'équilibrer notre sécurité avec la protection de nos droits et libertés. Alors que nous appuyons les mesures sur la sécurité dans ce projet de loi, nous sommes engagés à réparer et à rejeter ces articles qui sont la cause de toutes ces préoccupations. Simplement dit, les peuples autochtones qui se lèvent pour défendre leurs droits, ils ne sont pas des terroristes et ils ne devraient jamais être appelés terroristes. Ce cadre de réconciliation va également inclure des mécanismes pour résoudre des différends qui ont trait au traité historique avec les revendications territoriales modernes. Donc, le processus actuel ne fonctionne pas tout simplement. Nous allons, avec les Premières Nations, reconcevoir comment le Canada négocie et met en œuvre les traités modernes. Dans certains cas, le travail vers la réconciliation est déjà en cours, mais les efforts sont empêchés par des mandats fédéraux trop étroits et par le manque d'action. Nous allons donc travailler avec les Premières Nations pour permettre des résolutions justes et complètes. Donc, ça veut dire répondre aux questions de gouvernance. Le cadre de réconciliation inclura des mécanismes pour avancer et renforcer l'autonomie gouvernementale. J'aimerais que vous sachiez que j'apprécie ce défi qui présente de nombreux défis. Les injustices qui ont eu lieu depuis des siècles ne peuvent pas être réparées immédiatement, peu importe notre bonne intention. Mais je comprends aussi à quel point il est important pour les Premières Nations d'être des partenaires à part entière dans ces discussions lorsque nous prenons des décisions pour le futur de notre pays, que ce soit en termes d'environnement, en termes d'exploitation des ressources. Nous parlons ici du consentement complet, libre et éclairé. Deuxièmement, cela fait partie de notre relation renouvelée entre le fédéral et les Premières Nations. Nous allons donc faire davantage pour nous assurer que les voix de vos nations soient entendues à Ottawa. Comme vous le savez, la loi a été changée par le gouvernement Harper, ce qui fait qu'il est plus difficile pour les Autochtones de voter. Nous allons rejeter ces changements. Et le plus important, nous voulons entendre directement votre opinion. Si je suis Premier ministre après la prochaine élection, je vais aller rencontrer les chefs des Premières Nations chaque année de mon mandat. Merci. Et les membres libéraux du Parlement vont toujours être des membres forts, des voix fortes pour leur communauté. Ottawa doit entendre votre voix beaucoup plus que vous devez nous entendre. Et troisièmement, appuyer le travail de la réconciliation et continuer le processus nécessaire pour dire la vérité, pour la guérison. Donc, nous allons travailler avec vous pour mettre en œuvre les recommandations du rapport de la Commission sur la vérité et la réconciliation, en commençant avec la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, des peuples indigènes. Merci. Le deuxième thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est le besoin urgent d'établir une égalité d'opportunités et de justice pour les communautés autochtones. Sans cela, tous les engagements que je viens de mentionner en termes de réparation, renouvellement de relations, tout cela sera sans conséquence. Il faut restaurer l'idée de justice ou d'être juste. Cela est au cœur du plan libéral. Tristement, il y a beaucoup trop de Premières Nations, de Métis et de peuples autochtones ou Inuits qui n'ont pu avoir accès aux besoins de base des autres Canadiens.
Alors, il faut établir l'équité. En tant que chef national, comme le chef national Beauregard l'a dit, le fossé actuel existant entre les Canadiens et les peuples autochtones est très large et il est préoccupant. Un indice des Nations unies qui mesure les conditions de vie positionne le Canada 8e dans le monde, mais quand vous utilisez les mêmes indicateurs pour les appliquer dans les communautés autochtones, elles sont classées en 36e position dans cette liste. 36e place. Et cela, 63e place plutôt. Et cela est inacceptable. L'histoire nous a démontré qu'une approche descendante ne nous mène nulle part quand nous devons combler ce fossé. Ce qu'il faut plutôt, c'est une approche collaborative semblable à celle qui a mené à l'accord de Kelowna, un processus qui respecte les expériences des peuples autochtones et qui vous donne une véritable voie pour l'établissement des priorités pour trouver des solutions aux défis auxquels font face les communautés tous les jours. Cette dernière partie doit être répétée, je crois. Si le gouvernement fédéral établit des priorités pour trouver des solutions sans l'implication des communautés autochtones, ces solutions vont être un échec. Voici ce que le gouvernement libéral fera différemment. Nous allons immédiatement nous réimpliquer dans une relation de nation à nation inclusive et respectueuse. Nos priorités partagées seront d'avancer, progresser sur ces questions qui sont vos priorités. Les questions telles que le logement, l'infrastructure, la santé et la santé mentale, la sécurité, les forces policières dans les communautés, le mieux-être des enfants et l'éducation. Et nous allons nous assurer que l'entente de Kelowna, dans l'esprit de la réconciliation, sera acceptée, que ces objectifs soient mis en œuvre de façon à répondre aux problèmes, aux défis d'aujourd'hui. Et nous allons rattraper 10 années perdues. Une partie de ce processus, c'est qu'immédiatement, nous allons relever le plafond de 2 % pour les programmes des Premières Nations. Et ce plafond qui existe depuis près de 20 ans, n'a pas pu répondre aux réalités démographiques de vos communautés ni au coût actuel de la prestation des services. Simplement dit, aucun de nos objectifs partagés ne peut être réalisé sous ce statu quo. Nous avons besoin d'une nouvelle relation fiscale qui donnera à vos communautés suffisamment de fonds durables et prévisibles pour augmenter les revenus des Premières Nations, que ce soit à travers le partage des revenus ou à travers d'autres mécanismes. Cela est une priorité. Ensemble, nous allons construire cette nouvelle relation fiscale pour le bénéfice des peuples autochtones et pour celui de tous les Canadiens. Lorsque le moment viendra de où investir, nous allons nous tourner vers les chefs autochtones pour avoir leurs commentaires. Il y aura 3 priorités cependant que nous devons mentionner. Premièrement, l'éducation. C'est un champ de financement où on ne peut pas être trop faible. Nous allons faire des investissements significatifs dans le champ de l'éducation, au-delà de ceux qui ont déjà été promis, mais qui n'ont pas été réalisés par M. Harper l'année passée. Nous allons faire ces investissements immédiatement pour aider à combler le fossé chronique. L'avenir des enfants des Premières Nations n'est pas seulement votre avenir, mais celui du Canada. Les communautés, éducateurs et élèves des Premières Nations ne devraient pas avoir à attendre un seul jour de plus pour obtenir les ressources essentielles dont ils ont besoin. En même temps, nous veillerons à ce que les Premières Nations aient le contrôle de l'éducation de leur peuple. L'éducation et les réformes de l'éducation sont une priorité de votre Assemblée, tout comme nous. Cependant, contrairement à M. Harper,
nous sommes convaincus que les réformes en éducation doivent être menées par les Premières Nations. Donc, nous n'imposerons jamais de solution venue d'en haut. Nous devons quand même continuer à travailler pour nous assurer que les Premières Nations aient le contrôle sur l'éducation des Premières Nations. L'éducation et la réforme sur l'éducation, ce sont des priorités pour vos assemblées et c'est une priorité également que nous partageons. Mais contrairement à M. Harper, nous croyons que les réformes sur l'éducation doivent être dirigées par les Premières Nations. Jamais nous n'allons imposer de solutions descendantes. Deuxièmement, une deuxième priorité, c'est nous assurer que toutes les Premières Nations reçoivent un financement équitable pour les services à la famille et à l'enfance sur les réserves. Il est incroyable de voir que vos Premières Nations aient dû se tourner vers la Commission des droits de l'homme pour obtenir justice. Il est une honte que le travail des leaders tels que Cindy Blackspot rencontre l'hostilité plutôt que l'appréciation. Elle doit plutôt être remerciée et non pas faire face à l'hostilité. Troisièmement, finalement, nous allons également nous assurer qu'il y aura un financement substantiel pour que vous puissiez faire la promotion et préserver et améliorer les langues autochtones ainsi que les cultures autochtones. En ce qui me concerne, cela est essentiel. La langue, c'est l'expression de sa façon de penser, de sa compréhension culturelle. C'est la connaissance de sa langue est directement reliée à une meilleure santé physique, spirituelle et mentale. Je le sais par expérience. Je connais le rôle vital joué par la langue pour établir des communautés fortes dans la guérison, l'éducation, dans le développement pour les familles fortes et pour retrouver son identité. Simplement dit, une langue en santé, ça veut dire un individu en santé, ainsi qu'une communauté en santé. Encore une fois, ce ne sont que quelques façons de travailler de manière plus productive et respectueuse, une relation plus respectueuse entre Ottawa et les Premières Nations. Certains des buts que nous voulons atteindre à travers cette collaboration, à travers ce travail acharné, voilà, je vous les ai dit. J'aimerais mentionner un thème final avant de terminer. C'est l'importance d'une enquête nationale en ce qui concerne les femmes disparues et assassinées. Les victimes, les familles, les chefs autochtones, tous les premiers ministres, ainsi que les organisations gouvernementales, la communauté internationale et la Commission sur la vérité et la réconciliation, tous ont conclu à l'effet qu'une enquête nationale publique est nécessaire. Seulement Harper et ses conservateurs ne sont pas d'accord. Quoi peut-on s'attendre d'un leader qui refuse d'admettre que la disparition et la mort de près de 1200 femmes autochtones est une tragédie nationale qui doit être terminée, qui doit finir? Un gouvernement libéral, lui, contrairement aux conservateurs, immédiatement va lancer une enquête. Le processus par lequel ce sera établi, eh bien, ce sera un processus inclusif conçu pour retrouver la justice pour les victimes, pour retrouver la guérison pour leurs familles. Des mesures concrètes afin que les gouvernements, la police et les autres intervenants puissent résoudre ces crimes et en éviter de nouveaux. Il ne s'agit pas d'ignorer la vérité, même si elle est désagréable, mais de comprendre et de prendre des mesures pour traiter les causes profondes de cette tragédie nationale. Il y a 7 ans, M. Harper a déclaré que le moment était venu de forger une nouvelle relation entre les peuples autochtones et les autres Canadiens, une relation fondée sur la connaissance de notre histoire commune, le respect mutuel et la volonté d'avancer ensemble. Ce sont des mots forts. Toutefois, le juge Sinclair nous a rappelé que les mots n'étaient pas suffisants. Les mots ne seront jamais suffisants tant et aussi longtemps que le gouvernement n'a pas la volonté politique d'être un partenaire véritable et honnête. Même un mot comme « équité »
qui revêt d'une telle importance de notre identité canadienne n'a aucun poids si elle n'est pas suivie de mesures concrètes et quantifiables. En conclusion, je vois que vous êtes debout. En conclusion, laissez-moi vous dire ceci. Le Parti libéral a un plan qui permettra un changement véritable et j'ai une excellente équipe pour nous aider. Je m'engage devant vous. Le gouvernement libéral va travailler avec vous pour une relation renouvelée basée sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle dans l'esprit et l'intention des traités originaux. J'aimerais revenir à ce jour de Rideau Hall lors de la cérémonie de fermeture de la Commission sur la vérité et la réconciliation. J'étais frappé par l'espoir de ce jour. Lorsque ce gouvernement, pour ce gouvernement, cet espoir était mal placé. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne vais jamais oublier cet objectif. Je pense que la qualité de la vie, l'écart de la qualité de vie entre les peuples autochtones et les autres Canadiens peut être comblé. Je pense que si nous voulons un Canada dont nous serons tous fiers, ce fossé doit être comblé. Je pense que pour un partenariat respectueux possible, non seulement c'est possible, c'est une responsabilité sacrée inhérente des générations passées et dont nous avons la tâche pour les générations futures. Je pense que la réconciliation, ce n'est pas une question purement autochtone, c'est une question canadienne. Et je pense que le temps est venu de nous rassembler pour bâtir cet avenir meilleur pour nos communautés ainsi que pour tous nos enfants. Et j'ai hâte de partager ce parcours en partenariat avec vous tous. Merci beaucoup, miigwech. Thank you.